Les marques doivent produire plus de contenu que jamais. Et elles ont pour ça un nouvel outil merveilleux pour gagner en autonomie. Mais comment ne pas produire au kilomètre des contenus moyens? J'en parle aujourd'hui avec Sébastien Morteau, expert contenu à l'agence The Links. Salut Sébastien, Salut Thomas, tu vas bien? très bien. Bon bah écoute, on va parler IA, on va parler contenu, un grand sujet. Bon, ça fait déjà des années que les directions marketing et communication, donc tes principaux interlocuteurs, doivent produire toujours plus et aussi produire en autonomie. En tout cas avec une certaine autonomie, vis-à-vis de l'agence. L'IA générative forcément, est arrivée, a intensifié le process, a amené d'autres solutions, d'autres problèmes. Enfin toi, c'est quoi cette vision forcément de cette grande transformation qui commence quand même à être assez aboutie en matière de contenu? Le point de départ, c'est le besoin de contenu qui augmente, enfin, qui a augmenté avec la multiplication des canaux, le besoin d'une forme de personnalisation, le besoin de fréquence. Donc en fait, il y a quand même un côté tonneau des Danaïdes où on est obligé de produire du contenu pour exister sur ces différents canaux. Heu, le problème, c'est que, les moyens financiers, des annonceurs, enfin, on ne peut pas tout déléguer à une agence, pour tous les contenus. Il y a des impératifs, économiques. Il y a des impératifs aussi de réactivité. Si on veut produire, régulièrement, il faut quand même que la production de contenu puisse être au plus près, des gens qui ont, le discours et donc ça, c'est l'annonceur. Donc forcément, cette logique d'autonomisation des annonceurs pour une part de plus en plus importante de leur création de contenu, c'est le sens de l'histoire, c'est logique. Ouais. Et nous, de toute façon, à l'agence, on a toujours été clair sur le fait qu'on n'avait pas vocation à produire 100% des contenus des annonceurs. On préfère, il y a une logique d'accompagnement et de répartition. C'est vrai qu'on a eu l'occasion, je renvoie d'ailleurs pour ceux que ça intéresserait d'en parler sur un des UV il y a quelques temps, d'avoir aussi une forme de répartition des contenus où l'agence a plus ou moins de valeur ajoutée et puis bah, garde forcément son rôle Voilà, de conseil. il y a de la production et de la coproduction. Donc cette autonomie, c'est vraiment le sens de l'histoire aussi. Le problème, c'est que ça peut vite devenir l'anarchie. C'est-à-dire que si c'est pas structuré, on peut vite tomber dans ou de la production de contenu qui va juste remplir les cases et pour le coup, ça sert pas à grand-chose, en fait, le problème. Il y a un enjeu de qualité. Et là, en ce moment, on a vraiment un enjeu de surabondance de contenu partout. Donc, en Mm. fait, si c'est pour juste être présent et participer à augmenter cette espèce de volume de slop, Ouais. c'est pas intéressant pour les annonceurs. Et puis donc voilà. Donc à minima, il y a un risque de produire des contenus qui vont pas servir à grand chose. Et puis on peut vite tomber dans l'anarchie aussi organisationnelle, éditoriale. Donc il y a vraiment Ouais. un enjeu de structuration si on veut passer à cette étape-là. Parce que j'imagine que alors cette approche un peu aussi un peu artisanale qui devait être finalement propre qu'à une seule personne qui devait écrire la majorité de contenu, bon ça tient à peu près tant qu'on reste à un volume à hauteur d'homme, à un volume qui est à peu près tenable. Là avec l'effet d'accélération qui de toute manière s'impose, bon bah en effet s'il y a pas un... Il y a une tension sur les équipes, hein. De toute façon, c'est un des grands enjeux quand on va aussi au salon professionnel sur le contenu. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. C'est la tension qui est posée sur les équipes. Alors, les équipes agences, les équipes annonceurs, mais en fait, voilà, c'est cet appétit, enfin, cette nécessité de nourrir la bête, elle pose vraiment une pression Hmm. sur les équipes. Bon, puis là, forcément, entre-temps est arrivé ce qui est à la fois la solution au problème, qui crée lui-même ses propres problèmes, en tout cas en partie, qui est l'IA, qui permet de produire très vite, très fort, à une échelle qui nous dépasse tous. Toi, comment tu l'as perçu, cette intensification? Elle amène son lot de problèmes, son lot de solutions? Bon, les deux, hein, en fait, alors c'est une vraie révolution. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui change notre métier depuis 2-3 ans, mais là, enfin, chaque année, ou presque chaque trimestre, Mm. il y a une augmentation, enfin, ça change beaucoup de choses. C'est normal aussi que bah, les annonceurs se disent, enfin les équipes marketing et com avec qui on travaille, se disent que eux aussi peuvent aussi profiter de cet formidable accélérateur. Nous voilà, aujourd'hui, ne, ne pas utiliser l'IA pour une partie de la production de contenu, c'est dommage. Enfin, c'est presque une faute professionnelle. Par contre, c'est une solution.
C'est une solution je vais le répéter pas mal de fois pendant notre échange. S'il n'y a pas de cadre de structuration au début, ça ne marchera pas. Donc en fait, cette logique d'autonomie sur les contenus, c'est d'abord une question stratégique, de structuration de stratégie de contenu et de son déploiement. Et bien sûr, l'IA, c'est un super outil derrière, mais c'est une technologie qui n'arrive qu'à la fin, finalement, du processus de réflexion sur cette logique de production de contenu. Donc cette structuration, c'est finalement un peu la solution pour à la fois avoir ce besoin de volume, créer ce volume, tout en gardant un certain standard de qualité et puis surtout une certaine cohérence. Très concrètement, justement, quelle forme ça prend, donc cette structure? Nous, on travaille on va travailler en 3 étapes, en 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier traditionnel. En tout cas, c'est les fondamentaux. C'est donc le content system. Content system, dedans, on a le cadre éditorial par rapport à une stratégie, par rapport à des audiences. On va avoir des formats avec des gabarits. On va avoir des logiques de fréquence. On va avoir des logiques de tonalité de marque, de charte éditoriale, de charte SEO, de GEO. Donc ça va être toute le terrain de jeu dans lequel on doit se situer et avec des règles bien précises pour travailler. C'est vrai que c'était des éléments qui étaient à la fois déjà là, alors pas chez tous les annonceurs, ça demandait tout de même une certaine maturité, mais avec la volonté de gagner en autonomie et puis en accélération, en production vis-à-vis de l'IA, je trouve que tous ces formats qui peuvent pas sembler des choses qu'on traîne depuis 10-20 ans deviennent d'autant plus importants. Parce que finalement, ils vont venir nourrir la machine très concrètement. De toute façon, cette logique de structuration, elle s'exprime naturellement derrière quand on passe sur une logique d'IA. Donc justement, la deuxième partie, le deuxième pilier, c'est on va dire le cœur de l'IA, c'est les skills, les compétences. Donc ça va être des process de création de contenu. Nous, on les veut très séquencés, parce qu'en fait, la qualité du contenu dépend beaucoup du séquençage de ces fameuses compétences, de fameuses skills. Après, GPTs, on appelle ça comme on veut en fonction de ce qu'on utilise. Mais en tout cas, c'est cette logique de... Et donc, nous, notre métier aujourd'hui, c'est aussi, une fois qu'on a travaillé sur ce cadre éditorial, sur ce choix de format, etc., c'est de pouvoir transformer une partie, pas tout, tout c'est pas possible et c'est pas souhaitable, mais une partie de ces gabarits en compétences qui peuvent être après derrière utilisées. Et le troisième pilier, c'est le cadre d'utilisation de ces skills. C'est-à-dire, nous, là, depuis 1 an, on travaille avec une start-up. On a développé une plateforme, on a co-développé une plateforme qui permet d'héberger de façon centralisée dans un environnement de marque les compétences que les équipes marketing comme de l'annonceur peuvent utiliser pour produire elles-mêmes du contenu. Donc on a un cadre, ces petits agents magiques qui permettent de transformer, de créer du contenu de qualité, Alors et puis justement, derrière la plateforme. ces skills, que je comprenne bien, c'est des skills qu'a l'agence et qui permettent d'avoir des règles finalement assez universelles de création et de bonnes pratiques, ou c'est des choses qui sont adaptées, qui sont personnalisées justement en fonction de tout le système? C'est les deux. C'est-à-dire que c'est en partie un mini transfert de compétences rédactionnelles, par exemple, de l'agence sur voilà, quelles sont les bonnes étapes, comment est structuré un article, comment est structuré un article idée reçue, comment on va faire pour un cas pratique, voilà. Mais adapté, bien sûr, au cadre stratégique de l'annonceur, avec ses thématiques, ses éléments de connaissance. Donc en fait, ce sont des compétences de rédaction hyper adaptées à l'annonceur. Très bien. Donc on a tous ces fichiers de connaissances, tout ce cadre un peu plus haut, on a ces skills, et donc tout ça atterrit dans une plateforme. Ouais. Co-développée. Aujourd'hui, quelle forme elle prend concrètement? Quel est aussi l'usage finalement, si moi demain je suis amené à l'utiliser? Alors c'est super simple, c'est une interface sur laquelle on va arriver et on va avoir une liste de compétences qu'on va pouvoir utiliser. Alors après, l'idée c'est que chez l'annonceur, en fonction des personnes qui l'utilisent, il peut y avoir différents niveaux de droit d'accès sur l'écriture.
C'est pas un super Claude ou un super ChatGPT. Là, on est sur des logiques très. On prend la main des gens et c'est très structuré pour éviter justement l'anarchie. C'est ça. Donc on peut avoir par exemple, aujourd'hui on est sur des tests avec des clients sur cet outil. On peut avoir des compétences de rédaction pure. En gros, on part d'une matière pour écrire un premier contenu. Donc, par exemple, des cas pratiques, j'en parlais, des idées reçues. On a des compétences d'adaptation, de déclinaison. Par exemple, une fois que j'ai écrit un article cas pratique, je vais pouvoir le décliner en fiche pratique pour un conseiller. Avec une logique de voilà, donc c'est pouvoir utiliser. Je vais avoir un article idée reçue, je vais pouvoir le transformer en emailing. C'est l'idée, c'est de pouvoir après aller piocher dans cette base de contenu, pour pouvoir après le décliner sur des formats, pour les différents canaux. Donc il y a cette logique d'adaptation qui est hyper importante. C'est presque aujourd'hui le cœur des besoins en contenu, c'est du recyclage. Oui. On va avoir d'autres compétences qui sont plus de l'ordre de SEO, GEO. Comment un texte que j'ai déjà écrit ou que je viens d'écrire, je le passe au filtre d'une routine SEO, GEO pour vérifier que tout est conforme et que ça va aussi remplir ce rôle-là, ce rôle d'être reconnu par Perplexity, par exemple, tu vois, les contenus d'autorité. Donc, il y a des tips aussi, il y a des règles de construction de contenu qui s'y appliquent. Et puis, quelque chose qui apparaît de plus en plus aussi, par exemple, c'est les règles de langage clair, qui sont pas faciles à utiliser et qui vont être spécifiques aussi à chaque annonceur. Il y a des annonceurs qui vont être très ayatolesques sur le côté langage clair. Alors, ce qui peut parfois d'ailleurs être parfois en contradiction avec les SEO. Oui, puis comment garder de la tonalité tout en ayant ce langage clair. Enfin, je trouve que ça peut être compliqué aussi d'avoir cette personnalité de marque avec ces contraintes-là. Voilà. Et puis, dernière fonctionnalité importante de cette plateforme, c'est la base de connaissances. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans cette plateforme, avoir les contenus qui ont déjà été produits ou des éléments de référence législatifs, par exemple, sur des éléments qui vont permettre ou d'aller revoir des choses qu'on a déjà faites, de compiler deux contenus pour en créer un nouveau dans un environnement sécurisé où on sait que ces sources-là sont des sources autorisées par l'annonceur. Et en fait, voilà, les gens qui vont écrire du contenu ne vont pas partir prendre des choses qui sont pas vérifiées ou académiques par rapport à l'annonceur. Ok. Ouais, ce que je vois, le gros bénéfice, c'est que ça va permettre aussi une amélioration. Alors, à la fois des modèles, des agents, des skills qu'on va utiliser, mais en fait, je pense aussi même vraiment aux compétences des personnes qui utiliseront la plateforme, qui vont pouvoir un petit peu voir comment les contenus évoluent, qu'il y a un principe d'audit. Enfin, je pense qu'il y a c'est paradoxalement un moyen aussi de transférer bien sûr du travail et donc un peu de compétences et aussi quand même d'en gagner un peu. En tout cas, c'est un bénéfice un peu secondaire que j'aperçois. Les bénéfices principaux donc, que tu vois pour cette plateforme, donc la cohérence, j'imagine. Alors, il y a la cohérence et la pérennité. En fait, euh, Ouais. ce dont on se rend compte souvent, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps en amont sur ce fameux cadre, ce fameux content system, en fait. Et on se rend compte aussi qu'avec le temps, avec le changement des équipes, ça pouvait avoir tendance à rester dans un coin ou pas bien évoluer, etc. Là, aujourd'hui, cette intelligence collective, elle est partagée et elle peut être durable. Ce qui fait que quand on a du turnover chez un annonceur, les personnes qui vont arriver, elles vont pouvoir avoir un cadre auquel se référer et immédiatement opérationnel. Et ça, c'est ce qui garantit aussi voilà, la cohérence d'une stratégie de contenu dans la durée. Ça évolue. Et aussi, c'est l'intérêt aussi du système, c'est que quand on va le faire évoluer, on va pouvoir faire évoluer les compétences, les sources, le patrimoine sur lequel on s'appuie. Donc en fait, cette logique de cohérence elle est hyper importante. Peut-être un des atouts principaux de ça, c'est que on ne dépend plus d'une personne qui a depuis 15 ans ou qui a le truc dans sa machine. Il y a un partage de connaissances entre l'agence et l'annonceur, mais aussi entre les différentes parties prenantes chez l'annonceur. Ça, c'est super important. Ouais. C'est vrai que cette cohérence, en effet, je pense que comme beaucoup, je la pensais un peu à un instant T, de se dire ça va être cohérent quand on va décliner sur différents canaux.
on pense pas à la cohérence sur une échelle de temps Ouais, potentiellement un peu mais importante. c'est les deux. C'est les deux. L'outil, il Mm. est configuré pour ça. Et aussi pour être utilisé par des personnes qui ne sont ni des spécialistes du contenu, qui vont être des spécialistes de leur sujet, puisqu'on est chez l'annonceur. Et je suis convaincu que personne ne connaît mieux son sujet qu'un annonceur. Par contre, un annonceur n'est pas spécialiste forcément du contenu, du format. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner sur cette montée en compétences aussi là-dessus. Et pas forcément un spécialiste de l'IA. Ah. Parce que l'IA, on croit tous savoir utiliser l'IA, et on utilise tous l'IA différemment. Donc là, pour le coup, même dans cette anarchie dont on parlait, elle se retrouve aussi sur les pratiques, sur les rangements, etc. Donc en fait, la plateforme, elle est faite pour pouvoir cadrer aussi et qu'il y ait un transfert de compétences, enfin, des compétences nécessaires Mm. à ce niveau-là. Ouais, alors, je me dis, c'est un gros changement sur la répartition des tâches, mais même plus globalement sur ton métier que tu peux faire à l'agence, voire même presque, je trouve que la place de l'agence évolue là, vis-à-vis de l'annonceur. Enfin, on devient presque intégrateur de solutions. Euh, oui, alors ça reste, encore une fois, hein, le savoir-faire, il est éditorial avant Ouais. tout. Ça ne reste qu'un outil, qu'un super outil, qui n'existait pas forcément à présent avec cette combinaison de crédit éditorial, mais ce qui est important, c'est la combinaison. C'est pas d'un côté Mm. votre charte et d'autre côté un outil. C'est vraiment l'hybridation des deux qui fait la valeur d'outils. On évoquait avant de voir ce que ça change dans la répartition, on évoquait donc la cohérence. Il y a un autre sujet, ça va être forcément l'agilité et la facilité de produire et d'être réactif pour un annonceur grâce à ça. Euh, il y a un autre avantage important, c'est je l'évoquais à demi-mot, la sécurisation. Alors, pas la sécurisation technique. Enfin, il y a une sécurisation technique, mais c'est Mm. pas, éditorialement, c'est pas l'enjeu. C'est la sécurisation des sources. C'est-à-dire que les gens qui vont produire du contenu chez un annonceur, ou nous avec eux, ça va être sur une base validée, sur des sources validées. Donc, il y a beaucoup moins de risques que l'annonceur sorte des choses, enfin, des produits qui soient faux, inexacts. Donc, c'est tout ça, toutes les vertus. Alors oui, ça change la relation agence-annonceur. Ouais. Moi, je trouve que ça change pour le meilleur, parce que ça va nous permettre aussi alors, la production, on en fera toujours. Il y a toujours des contenus de rupture, des contenus stratégiques, des contenus à valeur ajoutée, où il y a aussi besoin d'autre chose que on va dire, du gabarit ou de la technique. Ouais. Ça, on continuera à le faire. Et l'idée, c'est qu'on puisse, nous, se concentrer plus sur ces sujets-là, qu'on puisse plus se concentrer sur l'accompagnement, sur l'identification des bons sujets, sur la mesure des résultats, sur comment on fait évoluer le content system global. Donc ça, c'est important qu'on puisse être là. Et nous, on a tout intérêt à cette cohérence. C'est ce qui garantit aussi la durée de notre accompagnement. Et donc, on a tout à gagner à ce qu'il y ait des outils qui puissent permettre la longévité, finalement, du partenariat. Parce que si on livre un content system et que derrière, il n'y a pas de suite dans les idées ou de suivi, bah, nous aussi, finalement, bah, on va disparaître avec le Ouais. content system, là où, finalement, ce transfert de savoir-faire qui va permettre d'être plus ambitieux pour tout le monde, on a tout à y gagner. Puis on retombe finalement dans quelque chose que tu connais et que je connais moi aussi en tant que planeur stratégique, c'est-à-dire un peu ce côté livraison d'un livrable conseil à un moment tu livres une charte éditoriale comme moi je peux livrer une plateforme de marque. Bon, dans le meilleur des cas, en effet, ça devient un vrai guide, c'est suivi, ça peut aussi être à journée. Bon, les trois quarts du temps, en effet, ça reste aussi posé à un endroit et ça peut être un peu vite oublié. Donc finalement, on retomberait un peu là-dedans s'il n'y a pas aussi cet accompagnement-là et pas simplement juste la plateforme. Oui, puis c'est vraiment le moyen Enfin, là, on a aujourd'hui, avec une IA bien utilisée, bien structurée, bien calibrée, sur mesure, le moyen de répondre à des choses qu'on essaie de transmettre, nous, Oui. d'un point de vue, voilà, soyez cohérents, vous avez un patrimoine de contenu, utilisez-le. Donc ça, tout le monde est d'accord.
Sauf que c'est très compliqué. C'était jusqu'à présent assez compliqué de passer du vœu pieux à la réalité. Là, on a les outils pour le faire. Ouais. Ouais, je trouve que ça vient en partie rendre plus cohérente aussi la dimension très bien phase audit conseil, fin de la phase audit conseil, mise en production. Bah, je trouve que finalement ça vient créer quelque chose aussi d'un peu plus auto-apprenant, d'un peu plus vivant, puisque la production vient aussi renourrir directement, bah, finalement, et réinterroger peut-être des choses qui ont pu être faites en amont côté conseil. Intéressant, très curieux d'avoir les résultats. Alors où on en est d'ailleurs côté résultats? Il y a déjà des premiers tests avec des clients. Oui, donc nous on en fait, on l'utilise aussi pour nous, pour la production d'un certain nombre de contenus. Ça fonctionne bien. Encore une fois, un des secrets, c'est vraiment le séquençage. Donc il y a quand même un savoir-faire de paramétrage éditorial qui est hyper important. Donc là, Mm. on a vérifié ça et c'est vraiment ce qui garantit on va dire la qualité des contenus. Et donc là, on commence à faire des tests avec des clients sur des choses un peu larges, comme j'évoquais, avec un peu de création, un peu d'adaptation, un peu de filtre. Des choses un peu plus concentrées sur d'autres, sur de la base de connaissances, Mm. où il y a un vrai besoin en interne de pouvoir se référer à des choses validées. Et donc enfin, la plateforme fonctionne bien. Et enfin, moi, j'ai eu la question par rapport à c'est quoi la différence par rapport à un Claude ou par rapport à un chat GPT, en fait. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on est. Alors déjà, on n'est ni Claude ni chat GPT. On peut être les deux, mais en fait, on n'est pas dépendant d'une solution technique. En fait, l'autonomie, on cherche aussi à pas être dépendant à une personne qui sait faire du contenu dans une entreprise, à être un peu moins dépendant de l'agence, c'est-à-dire que de positionner aussi la relation sur de la confiance, moins que sur de la dépendance, mais c'est valable aussi pour les technologies. Et aujourd'hui, Claude, c'est un peu l'IA qui est à la pointe pour de la production de contenu. On ne sait pas dans 6 mois. Ou même moins que ça, On j'ai ne l'impression. sait pas ce que ce sera dans 6 mois. Et donc, l'intérêt de la plateforme, c'est d'avoir finalement la structuration de la charte, des compétences qui puissent être débranchées d'une IA pour être rebranchées sur une autre. En fait, là aussi, on veut une solution qui soit pérenne. On a une promesse de pérennité. Donc ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est aussi une logique ergonomique. C'est-à-dire que voilà, c'est facile à prendre en main. Donc il n'y a pas besoin d'être un pro de ChatGPT ou d'un pro de Claude ou de changer et d'avoir une logique uniforme. Alors, l'outil derrière, enfin l'IA derrière qu'on peut. On a une interface qui est une interface de production de contenu et voilà, point. Mm. En effet, pour avoir testé un petit peu, moi, avoir été bêta-testeur là-dessus, alors je vois très clairement notamment le bénéfice versus d'autres solutions qui pourtant peuvent sembler assez performantes sur la précision, la pertinence, la capacité à retrouver des éléments de tonalité qui ne soient pas juste des tics d'IA. Voilà, la valeur elle était assez claire, même sur du contenu relativement simple que j'ai pu tester donc sur la plateforme. Et vraiment, j'insiste sur la valeur ajoutée qui se situe vraiment au niveau de la construction des skills, Ouais, avec une logique. Un contenu ne se produira pas en 30 secondes. Mais par contre, il se produit plus en une demi-journée. c'est ça. Il y a ces séquençages. Enfin, c'est pas une usine à saucisses, hein. On met pas un truc d'un côté, on attend que ça se passe tout de suite, quoi. On a vraiment des étapes qu'il faut respecter. Et la valeur et la qualité se situent là. Et elle est co-construite entre l'agence et l'annonceur d'un point de vue éditorial. Bon, bah écoute Sébastien, merci beaucoup. Je suis bien curieux de savoir, en effet, dans les prochains mois, prochaines semaines, vu la vitesse à laquelle ça avance, je pense qu'on va compter, on va pas compter en années, de voir un petit peu comment ce projet peut évoluer. Ben là, on est en train on va proposer quelque chose de bien structuré avec les premiers retours d'expérience au mois de septembre, à la rentrée. Je pense qu'on va faire une conférence avec une vraie démo bien structurée, même si il n'y a aucun souci aujourd'hui pour que les annonceurs qui sont curieux, on puisse leur faire une démonstration de l'outil. Ça fonctionne. Et on se met en ordre de bataille pour être prêt à la rentrée, pour appuyer sur le bouton pour les annonceurs qui le souhaitent, pour faire des démonstrations plus précises, avec des retours d'expérience qui sont plutôt positifs à ce jour. Bon, bah trop bien.
Bah écoute, rendez-vous en septembre. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les podcasts UV sur notre site thelinks.fr. À bientôt.